Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 2 octobre 2021. Il est 9 heures et on sera ensemble jusqu'à 10h30. Notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Ce matin, alors vous savez, le mois d'octobre, c'est le mois rose, le mois donc rose par excellence, c'est le mois où la sensibilisation, d'ailleurs oui exactement, c'est pour ça que je suis habillée en rose, Mina. C'est donc le mois de la sensibilisation au dépistage donc au cancer du sein. Nous en parlons ce matin en compagnie de Kenzan Char, parce qu'il faut savoir que la société civile investit beaucoup dans tout ce qui est sensibilisation, particulièrement donc en ce qui concerne la santé publique. Ce matin, nous allons aussi parler d'environnement. Ça va être en compagnie d'une association qui nous est venue de Béjaïa. Il s'agit de l'association Oxygène. Donc, c'est une association qui investit dans la protection de l'environnement et la promotion de la biodiversité. Nous parlerons également ce matin de musique, puisque nous allons recevoir des musiciens. Ils vont nous parler donc de leur travail. Lilia Bkhaled sera parmi nous ce matin. Elle nous fera vivre donc des moments d'ambiance en compagnie de la musique latino. Samira Hadjamar également sera ce matin parmi nous dans sa rubrique. Elle nous fera visiter, ou elle nous parlera, nous fera découvrir une mythologie. Il s'agit d'une mythologie grecque qui est à travers le sarcophage de Bellérophon, qui est aujourd'hui conservé au niveau du musée des antiquités. Voilà pour le menu de ce matin. Mais avant cela, vous l'aurez compris, elle est déjà là, Mina Abed. Elle nous donnera les nouvelles du ciel en toute générosité, avec beaucoup de bonne humeur, comme à l'accoutumée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bah oui, j'ai marqué le point ce matin avec le rose. خدعتيني. Wallah, wallah. C'est ce que j'ai à dire. Wallah, wallah. Le mois est très très particulier pour moi. C'est un mois important. Ben, c'est un mois Très important, d'autant plus que le cancer du sein, il faut dire que c'est vraiment le cancer le plus répandu dans le monde. Exactement. C'est vraiment le cancer numéro 1. C'est pour ça voilà. Et comme le dépistage précoce nous permet donc la guérison, alors autant beaucoup investir dans cette sensibilisation, l'information, la vulgarisation donc de la question. Complètement d'accord. Voilà pourquoi. Allah makhdatak. Je me justifie, t'as vu Mina? J'ai réussi mon coup. Ouais. Voilà. Ouais. Mais sinon, comme ça, et tu gardes la bonne humeur, tu gardes le sourire, comme à l'accoutumée. Ah oui. Comme à l'accoutumée. Bien sûr. Mina, oui. كاش humidité. غير هي. واش نقول لك؟ لكش. شحال 50 60. Ouais. Si tu veux. Si je veux. Oui, si tu veux. Et si je veux pas? Ah, si tu veux pas, t'as pas le choix. C'est tu veux. Tu veux. Je veux que ce soit 50%. Allez, 50%. Si on peut négocier, 50%. Bon, allez, mais 50 autres là. 50 autres. À partir de 50, ouais. Bon, de toute façon, savoir qu'il va y avoir des jours assez frais avec l'automne qui arrive, avec l'hiver qui arrive. Ça sera rafraîchi. Déjà, je commence à accepter les 50%. Tu vas être surprise par les températures. Ah ouais? Oui. Là, mais pas sur Alger. Mais c'est pas grave, ça va venir. Ça va venir sur Alger. Ça va venir sur Alger. Oui. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, on y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous, excellent réveil, de l'humidité, de la brume également sur les régions côtières, notamment celles de l'ouest et du centre. Un ciel voilé tout au long de la journée, nuageux en revanche vers la partie est avec des pluies, parfois sous forme d'averses, notamment sur les Aurès. Des cumulus vont se former à partir de cet après-midi vers l'intérieur ouest et centre. Sur la partie sud, un ciel dégagé vers l'extrême sud, la Sahara, le Sahara central et le Sahara oriental. On notera un ciel partiellement voilé sur le Nord Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, effectivement, on notera une baisse avec 21 degrés seulement à Betna, on notera 25 Sétif Constantine, 29 degrés à Alger, on notera 28 à Al-Bayad N'Ama sur les régions sahariennes, entre 31 et 37 degrés. De la Sahara vers les oasis en passant par le Nord Sahara, on notera 40 degrés à Tindouf et enfin 45 à 42 degrés du côté d'Adarar. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et à l'est et entre 20 et 30 km/h sur la partie centre. On passe tout de suite au continent américain pour aujourd'hui, un ciel assez couvert
avec des averses à Dallas, Mexico, Miami, Montréal, un ciel dégagé à New York. Et puis, côté Mercure, on notera 15 degrés à Vancouver, 32 en Californie, 23 à Mexico, 29 à Miami, 26 à New York et enfin 12 degrés seulement à Montréal. Encore une fois, excellente matinée et à l'heure midi. La météo vous est présentée par Bilis. وبيليس أينما كنتم. Voilà, donc effectivement, des températures qui en baisse, donc rafraîchies, même au sud. Hein. Hier, rien qu'hier, déjà, tu nous avais annoncé 43, 44 dans certaines régions. Aujourd'hui, c'est 40, C'est 40, 39. 42, voilà, Ça va. maximum. Donc tu vois, il suffit juste de savoir patienter. L'exemple est là. Bah T'as voilà, patienté, l'exemple est ben là. voilà. T'es contente? Très, Moi aussi. très. L'humidité, c'est... Non, mais ça commence à baisser, on Ça le commence ressent, à on le baisser. ressent, on le ressent. يعني إحنا علام، إحنا et Voilà, pourtant, mais non, mais on a... c'est vraiment, j'ai envie de dire, une nature à laquelle on s'est habitué. Oui, on a des périodes où le taux d'humidité est très Très, élevé, très ça élevé, dépasse les 100% Effectivement, parfois. effectivement. On l'a Voilà. eu d'ailleurs cet été, hein, On l'a eu cet avec été. des températures assez... Généralement, ça commence au mois assez de mai. caniculaires, Mais, caniculaires. ouais, mais juin, ça commence à monter. Voilà. Oui, oui, oui. Non, Mais là, ça va. La nature, c'est pas grave. Ça va, ça Voilà. Ok, donc en attendant que ça se rafraîchisse, on te retrouvera tout à l'heure après le journal télévisé du Avec midi. plaisir. Celui de 19h, 8-4 prochain, pour Bonjour Avec d'Algérie. plaisir. Merci beaucoup Mina, Merci bonne Noc. journée à toi et Également. excellente semaine. Et on continue, donc cette fois-ci ce sera pause musicale qu'on vous propose comme à l'accoutumée. Ce sera en compagnie de Mohamed Tarak et Mohamed Youssef. Mawlaya salli alayna Mohamed Salam et un centre fils. Allahumma salli ala Mohamed alayhi salatu wassalam, et c'était en compagnie du duo donc Mohamed Tarak et Mohamed Youssef. Nous allons parler d'environnement et ce sera en compagnie d'une association qui est venue donc de Béjaïa. Il s'agit de l'association Oxygène Darguina qui est représentée ce matin par son président Khaled Fodil. Bonjour Khaled. Bonjour. Marhaba bik. Bekouala. Et vice-président de cette même association, Yanis. Oui, bonjour Yanis. Merci pour l'invitation. Là, ici, le mec. Alors, Khaled, donc l'association Oxygène Darguina, nous avons l'occasion de vous recevoir, de parler un petit peu de... Mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été réalisées sur terrain. Mais avant ça, l'association Oxygène, c'est un joli jeu de mots. Effectivement, nous avons parlé déjà de ça. Donc, Oxygène Darguina, c'est une association de la région de Béjaïa à caractère écologique. Il est formé essentiellement de jeunes qui activent pour donner une bouffée d'oxygène pour la région, pour sauver la biodiversité et pour encadrer les initiatives qui visent au développement durable. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'association. Oxygène, c'est pas oxygène, c'est jeune pour donc phonétiquement parlant, c'est l'oxygène qui est une source vitale pour la vie, pour la nature, pour l'homme, ainsi de suite, pour l'existence. Mais littéralement, c'est les jeunes, oxygène, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'oxygène de la société. Quand il y a une jeunesse qui est active, une jeunesse dynamique, une jeunesse en pleine action, ça peut donner quelque chose pour la société, pour la nature et l'homme. Voilà, donc ça, c'était pour l'association. Alors Yanis, il faut dire qu'il y a beaucoup de travail qui se fait sur terrain, d'autant plus que vous travaillez donc au niveau de la Béjaïa, c'est ça? Oui. Voilà. Donc effectivement, l'association Oxygène donc active dans le domaine environnemental, donc localement au niveau de la commune de Darguina, mais nos activités donc touchent un peu partout, donc la wilaya de Béjaïa et même des activités au niveau national, soit des formations, soit on représente l'association dans les différents événements nationaux, etc. Donc voilà. Voilà, donc quelles sont les principales activités, j'ai envie de dire, que vous faites sur terrain en ce moment? Voilà, actuellement, on se base essentiellement sur le projet Oued-Agrioun. C'est un projet financé par la DGS, c'est l'appui de Béjaïa. L'année passée, on a commencé donc les activités en septembre 2020 et on va clôturer dans quelques semaines. Donc, réellement, septembre, mais la conjoncture sanitaire, ça nous a causé des retards dans donc l'achèvement de certaines activités, certaines actions. Actuellement, nous sommes à la fin du projet. Là, on a donc fait plus d'une trentaine
d'activité. Nous avons commencé en mois de septembre, octobre, novembre de l'année passée par le reboisement. Là, on a réalisé 7 opérations, 7 actes de reboisement. On a ciblé 7 sites qui subissent donc des glissements stables. On a fait des reboisements. Aussi, il y a des sols vulnérables. On a choisi très très bien les plantes, c'est-à-dire adéquates au site et au sol. Vous parlez donc de choix, de parler un petit peu de tout ce qui est érosion, etc. Vous travaillez avec des spécialistes dans le domaine? Oui. Dans le domaine de l'hydrologie, de l'écologie, nous avons de l'association des professeurs de l'université de Béjaïa, en l'occurrence le site professeur Saou Hamid, qui à chaque fois qu'on fait, il y a aussi le cadre de c'est une institution avec laquelle on a signé une convention de collaboration l'année passée. On l'a renouvelée cette année. Dans cette collaboration, il y aura 3 actions à accomplir, ou bien 3 missions. La première mission, c'est la protection de la biodiversité. Notre région de Saint-Germain est menacée. Et déjà, il est protégé par la loi et en même temps, il est menacé dans notre région. Deuxième mission, c'est la lutte contre les feux de forêt. Et vous avez tous remarqué, tous les secteurs ont suivi donc, les ravages qui ont touché nos forêts, les forêts algériennes. Et troisième mission, c'est la lutte contre le braconnage illicite. Parce que la chasse illicite, c'est l'un des facteurs qui menace notre biodiversité et qui cause des dégradations dans la faune beaucoup plus. Et en dehors de ça, donc, d'Agrion, par rapport au reboisement, de 800 arbres ont été plantés, mais ce n'est pas des plantations, on va dire, entre parenthèses, photovoltaïques, juste nos actions, les actions de l'association. Tout a été étudié finalement. Effectivement, ce sont des actions étudiées, réfléchies et concertées. C'est-à-dire, étudier, on choisit la plante, on choisit le site, là on va la planter. Et aussi le sol, on choisit les sols qui sont déjà vulnérables et qui sont aussi des mouvements de terrain, sachant que notre région est une des régions les plus arrosées du reste de la ville de Béjaïa. Donc il y a une quantité de pluie, à l'exception cette année, c'est la sécheresse en parlant, donc c'est-à-dire sur le plan ordinaire. Et en même temps concerté, c'est-à-dire on fait appel à chaque fois à des spécialistes et en même temps c'est des actions de proximité. On n'a jamais fait un reboisement sans la participation des associations ou bien sans la participation des enfants. Parce que dans nos actions, l'action ne se termine pas le même jour de l'événement. C'est le même jour où commence l'action, on fait le reboisement, il y a le suivi des plantes, il y a l'action pédagogique, il y a les enfants qui participent dans nos actions, il y a les associations. Donc nous avons fait cette opération, cet acte de reboisement avec cet organisme, avec cette association sur 7 sites. On a fait assister aussi les APC, les Assemblées populaires communales, les maires ont participé avec nous en tant que responsables, en tant qu'autorité locale. Voilà, c'est une démarche participative, une démarche purement pédagogique et une démarche aussi de proximité, appuyer notre action, non seulement faire de l'événement, pour faire l'événement, faire des selfies et partager des photos. Non, c'est pas l'objectif de notre association. L'objectif de notre association, c'est d'assurer une pérennité d'action. Et impacter effectivement sur le côté social et sur le côté écologique, environnemental. Justement, et dans cette même perspective, Yanis, je reviens à vous. Alors, il faut dire que l'association travaille sur des projets bien étudiés, donc sur un terme particulier, mais entre-temps, vous intervenez en cas de crise, en cas de catastrophe, comme ça s'est passé d'ailleurs le mois d'août dernier où plusieurs wilayas ont été touchés par la wilaya donc, de Béjaïa. Certainement, vous avez donc eu des actions dans ce sens. Oui, effectivement. Donc, concernant le désastre que nos forêts ont subi, donc en particulièrement, on va parler sur Béjaïa. Donc, on a participé, en fait, on a organisé une campagne de solidarité vers les villages touchés. Donc, effectivement, donc,
l'autre Touja et Barbacha. Donc voilà, dont on a pris des dents, donc, etc. Donc côté soit alimentaire ou bien côté vestimentaire, etc. Même aussi, donc après, genre la fin de ce désastre, alhamdoulilah, donc on a organisé une visite sur les lieux. Donc on a focalisé le côté naturel sur les animaux, parce que même les animaux ont droit sur nous. On a pris de l'alimentation propre aux animaux, par exemple pour des grains pour les oiseaux, de l'eau, etc. Donc on a installé plusieurs petits lots d'eau dans les foyers qui ont été touchés. Donc on a même jeté des graines un peu partout. Donc, Voilà, c'est vrai qu'il y a des incendies de ce genre, on pense beaucoup plus au couvert végétal et on ne pense pas à la vie, voilà, à la vie animale. voilà, parce que le côté végétal malheureusement a été ravagé, mais il ne faut pas oublier le côté animal, il faut le préserver. Parce que si on perd les deux, ça sera vraiment un désastre. Voilà, on perd tout l'équilibre écologique Voilà. entre-temps, effectivement. Et pour préserver l'équilibre écologique, donc autant prendre en charge donc, tout ce qui fait justement dans ce sens Khaled. Donc aujourd'hui, cette période, les spécialistes, nous sommes en plein période d'observation, donc voir un petit peu comment la nature va se régénérer d'elle-même d'abord, avant donc d'avoir un petit peu l'intervention de l'homme, on va dire, mais certainement dans ce sens, vous, en tant qu'association environnementale écologique, vous avez certainement donc des projets dans ce sens. Effectivement, donc, heureusement, pourquoi? Parce que chaque année, il y a des régions touchées plus que. Donc, il y a des programmes différents pour chaque région. En même temps, il ne faut pas se presser, c'est-à-dire, il y a des feux de forêt, on va se presser pour préparer des reboiser. Non, il faut déjà parce qu'elle sait bien faire les choses mieux que l'homme. À travers l'intervention de l'homme, on va déséquilibrer sa régénération naturelle. Donc, on laisser la forêt de 2 ans à 3 ans, on va essayer dont elle se régénère, est-ce qu'elle est arrêtée, elle est bien, elle est accompagnée par d'autres facteurs. Même les deux, parce que lorsqu'on parle de la forêt, il n'y a pas uniquement l'arbre dans la forêt, il y a l'arbre, il y a le singe, il y a l'oiseau, il y a tout un écosystème qui vit en symbiose et qui a des relations entre toutes les espèces et une seule espèce, ça peut équilibrer. Donc, dans notre association, on a donc l'avis des spécialistes, des experts et aussi l'avis des services compétents ou bien des autorités compétentes pour la conservation des forêts. On travaille sur la relation avec la conservation des forêts. On ne peut pas agir, c'est-à-dire l'association toute seule, sur le terrain. Pour le reboisement, moi, ce que je conseille, parce qu'il y avait sur les réseaux sociaux une multitude de campagnes pour importer des plants, pour faire des reboisements massifs, tout ça, sans prendre, c'est-à-dire sans mesurer la gravité de la chose. Il faut entendre les spécialistes. Ils vont nous donner c'est-à-dire des conseils, puis on va essayer de structurer et de coordonner les actions sur le terrain. Et moi, je salue déjà parce qu'on a été invité par le ministère de l'Agriculture la dernière fois, on a participé dans une séance de coordination. Là, on a ressenti quand même une prise en charge du plan national du reboisement, parce que ça fait des années qu'on appelle pour qu'il y ait un plan national de reboisement. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup plus du folklore, si vous permettez pour le terme. On plante des milliers d'arbustes chaque jour, mais une fois terminé, on a filmé, on a pris des photos et on va poser la question sur ces quantités d'arbustes qu'on a plantés, est-ce qu'ils ont été arrosés, est-ce qu'ils ont grandi donc, ou assurer pas. le suivi. Voilà. Sinon, ça serait des pertes énormes en matière économique et ça serait aussi des pertes sur le plan écologique parce que là, on a reboisé, c'est bon, on va dire, on a fait le reboisement que peut-être ces arbustes, le taux de succès ou bien le taux de réussite de reboisement peut-être ne dépasse pas 5%. Donc ça, c'est une perte économique déjà parce que chaque plante coûte tout dépend l'espèce de 50 dinars à 500 dinars, à 5000 dinars, tout dépend de l'espèce, tout dépend de sa taille. Donc, maintenant, sur le plan écologique, il faut qu'il y ait un suivi. Donc, pour cette année, les choses sont
examen par le ministère de l'Agriculture. Là, c'est lui qui chapeaute déjà même. Ils vont lancer peut-être incessamment une application sur le reboisement national. Donc, il y a des sites qui sont ciblés, des sites qui sont prioritaires et des sites qui vont recevoir des espèces en particulières. Voilà, donc c'est ça pour notre. On va continuer par rapport au projet d'Agrion. On va essayer aussi cette année d'avoir un financement parce qu'on a postulé. On lance un appel aux autorités de la wilaya de Béjaïa, notamment l'appui de Béjaïa et la DGS, de nous attribuer cette année une subvention pour continuer nos actions. Parce que l'année passée, on a eu un financement, mais si on n'aura pas cette année, peut-être nos actions seront vouées, on ne va pas dire à l'échec, mais à des carences et des problèmes. Parce que les questions d'environnement, ce sont des questions durables, des questions qui devaient s'inscrire dans une durabilité, dans une pérennité de l'action, ainsi de suite. Donc, espérant bien avoir le financement pour cette année, on va continuer dans la même démarche. Donc, l'année passée, nous avons fait aussi, dans le même projet, la création d'un espace de débat, parce qu'on a remarqué dans la société, on parle sur le social, on parle sur du lait, on parle sur de terre, mais peu de discours réservés à l'environnement et à l'écologie et à la biodiversité. Nous avons tous remarqué la Covid-19, elle a fait des ravages parce que peu de personnes qui parlaient sur la santé publique. Oui. Et actuellement, le déséquilibre écologique va se transformer en dans la même cadence. Il y a des centaines de décharges sur les rives des Ouest, des centaines de décharges à proximité des ressources en eau, des centaines de décharges sauvages, là où il y a des tonnes de déchets jetés par jour à côté des agglomérations et des villages. Tout ça, au fur et à mesure, ça va se transformer en un désastre écologique. Ce désastre écologique peut se transformer donc à des maladies, à des épidémies. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme. On ne cesse dans notre association de tirer la sonnette d'alarme, notamment l'Oued Agrion, c'est à l'image de l'Algérie. Mais chez nous, c'est un peu, je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, dans le bassin Oued Agrion, il y a 7 communes. Il y a la partie basse de Kharata, il y a la commune Teskeriout, Etzmaal, Derguina, Tamri, Sokoltnini, Melbou, environ plus de 50 000 habitants. Si on fait à la moyenne nationale 1,5 kg de déchets par jour par habitant, ça donne 175 tonnes par jour jetées dans la nature. Jetées, incendiées et la fumée. Voilà des produits toxiques, des lixivias qui s'infiltrent dans le sol pour polluer c'est-à-dire les nappes phréatiques et les ressources en eau. Tout ça, ça aura ce qu'on peut dire le retour de la mer. Et ça se répercute sur la santé publique, sur la santé de nos habitants, sur la santé beaucoup plus les personnes vulnérables, les enfants et les personnes âgées qui ont, c'est-à-dire des maladies chroniques, et ça va se transformer en désastre. On doit bouger, on doit former la relève, notamment c'est ce qu'on base dans notre association. Justement, là, vous me tendez la perche. On va peut-être clôturer sur cette question par rapport à l'impact pédagogique de l'association, justement, parce que là, vous parlez quand même de vision, vous parlez d'avenir, donc il faut agir dès maintenant. En plus qu'aujourd'hui, à travers le monde, nous vivons quand même beaucoup de catastrophes qui sont dues un petit peu à la non prise en charge à l'avance de la question environnementale. Pour ce qui est de l'impact un petit peu, on va dire, pédagogique, tout ce qui est formation, tout ce qui est prise en charge des enfants, tout ce qui est le fait d'inculquer, donc finalement, encore une fois, cette culture environnementale, donc vous prenez en charge ce volet à travers votre association. Oui, effectivement. Parce que si on parle d'une chose qui est durable, donc elle doit être durable sur tous les volets. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes là en train de travailler, d'essayer au maximum d'arranger les choses côté environnemental, mais d'ici, on dirait 5 ans, 10 ans, peut-être le président ne sera pas là, moi je ne serai pas là, mais les enfants dont on essaye d'inculquer l'idée que planter un arbre, c'est donner une vie, donc là, il faut vraiment travailler sur ce domaine et essayer au maximum de former surtout les enfants sur ces choses. Donc, l'idée de reboisement, l'idée de sauver la nature, de faire vraiment pour sauver la nature. Voilà, donc c'est comme ça qu'on essaie. Donc on fait des ateliers donc, de formation au profit des enfants. On fait aussi
des petites conférences donc, que l'enfant peut vraiment assimiler les choses qu'on lui raconte, qu'on lui... Et même dans toutes nos activités, donc, on essaie toujours de faire participer les enfants, de les faire travailler. Donc, chaque enfant lui donne un arbre pour qu'il le plante et le suive à l'échelle du temps. Donc, et voilà ce qu'on fait d'habitude. Et même toujours dans le cadre du projet Ouadagarion, donc on a fait l'installation de 3 opérations pilotes de tri sélectif. Donc cela pour éviter donc pour essayer au maximum de diminuer le nombre de déchets. Parce que comme les chiffres qui a donné le président de l'association, Monsieur Khaled, donc c'est vraiment énorme. Combien de tonnes de déchets qu'on jette par jour. Là, si on parle de 8 communes, mais si on parle de l'échelle nationale, c'est énorme. Donc c'est pour cela donc on a actuellement 2 opérations pilotes donc très sélectives avec les associations des quartiers donc Amridj et Saadan. Donc toujours comme j'ai dit, il y a des enfants qui participent avec nous, qui a soit l'installation, soit on les explique pourquoi on fait ça, pourquoi, qu'est-ce qu'on jette là, qu'est-ce qu'on jette là, pourquoi. Toujours parce que les enfants se posent des questions, même à l'intérieur, sans les dire. Donc pourquoi faire le tri sélectif, pourquoi ça, pourquoi je jette celui-là, après ils vont aller où, etc. Donc on essaye toujours de faire impliquer les enfants et de les expliquer au maximum pourquoi et comment. Voilà, donc on rappelle que le projet est toujours en cours et qu'on peut contacter votre association et donc participer à toutes les activités. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, Khaled Fodel, vous êtes le président de l'association Oxygène d'Elguina. Yanis Lialaoui, pardon, vous êtes le vice-président de cette même association, vous êtes venu de Béjaïa. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une très belle continuation. Et on va rester toujours dans le domaine de la sensibilisation. Cette fois, on va être par rapport à la santé publique. Dans un petit moment, en compagnie de Kensan Char, nous allons parler de l'octobre rose, de l'importance de dépister de façon précoce. Mais avant cela, ça va être vite que nous vous proposons. On se retrouve juste après. Voilà, c'est donc spot de sensibilisation au Covid, cette fois-ci sur l'autorité, avec la question de la République que ce mois, donc on va faire une halte finalement, un bilan de toute la sensibiliser encore une fois de dépistage précoce du. Nous en parlons ce matin avec celle qui est d'Octobre Rose parce qu'elle est en rose. Bonjour. Toutes les deux. Et Comment oui. ça va? Exactement. Avec toutes les associations. Voilà, aujourd'hui, donc Oui. le cancer du sein, il faut dire que c'est le cancer qui touche le plus
n'est-ce pas, gente à féminine. travers le monde, Oui. aussi en Algérie, et beaucoup d'actions se font sur terrain, justement, pour sensibiliser à cette action. n'est-ce pas? Exactement, À exactement. cette question, pardon. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est le cancer quand on le découvre à un stade très avancé, c'est là qui tue. Mais si on le détecte à un stade précoce, à une période précoce, là, on n'en mourra pas quand on le dépiste à un stade précoce. On n'en meurt pas et on peut carrément le guérir. Et ça, c'est les chiffres qui le disent. C'est justement qui sont venus de la recherche et de la collaboration de tous les acteurs. Donc octobre, c'est automatiquement, dès qu'on parle d'octobre, c'est octobre rose, c'est le mois de la sensibilisation, la campagne de la prévention contre, j'allais dire la Covid. On est tellement... On est en plein dedans, de toute façon. Hein. On est encore, justement, c'est la prévention contre le cancer du sein. Donc elles vont revenir un petit peu sur l'histoire, comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à cet octobre rose qui est célébré dans le monde, qui revient dans le monde entier sur ce cancer-là. En fait, c'est une forme de célébration aussi, hein, parce qu'il y a des femmes qui viennent, qui témoignent de leur expérience. Et il faut dire que ça impacte, parce qu'il ne tue pas, justement. Une lueur d'espoir. Exactement, parce qu'il ne tue pas quand on le dépiste à un stade précoce, il ne tue pas. Donc justement, comment on revient donc en 1985, c'était la première campagne de dépistage justement contre de prévention contre le cancer du sein, c'était en 1985, donc c'était organisé par la Société américaine du cancer en collaboration avec un grand Imperial Chemical Industry, donc c'était une campagne de sensibilisation. Et par la suite, il y a eu une femme, donc une certaine Evelyne Lauder, donc à cette époque, elle était vice-présidente d'un grand laboratoire clinique et qui était elle atteinte justement du cancer du sein, mais comme tu dis, c'est des femmes qui se battent et elle a fait une association en collaboration avec un magazine, donc Self Magazine, et elles ont fait carrément une association Ruban Rose. Donc justement, de ce mois-ci, l'octobre, elle a carrément distribué des rubans roses, donc bien à chaque fois dans ses boutiques à New York. Donc évidemment, ça a fait donc le rose c'est féminin, enfin assez féminin, mais signalons-le que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, il touche aussi les hommes. Donc c'est doux, le rose c'est doux et c'est aussi ça, c'est joyeux. Donc justement pour dire qu'on peut, je reviens à chaque fois, quand on le détecte à l'âge précoce, on peut carrément en guérir. Donc voilà, donc depuis, c'est partout dans le monde, on revient sur Octobre Rose, donc on le voit sur différentes manières où justement on trouve tous les acteurs qui sont là pour un petit peu pour sensibiliser contre ce cancer-là. Donc on le voit par exemple les monuments, dans les grands monuments, même chez nous d'ailleurs, et même dans nos rues. Je ne sais pas si vous avez vu à Dédouche Mourad. Très belles images. Donc voilà, la rue principale. Donc on va la voir sur la grande rue de Dédouche Mourad. C'est la rue principale d'Alger, donc qui s'est mise en rose. Qui s'est mis en rose. Et puis aussi donc par exemple on trouve des têtes d'affiche, des stars qui actuellement on s'exprime maintenant automatiquement sur les réseaux sociaux, donc ils s'habillent en rose ou carrément ils mettent des statuts, toujours dans la sensibilisation. Et puis encore, si je reviens sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a une certaine DZ Amazon, une jeune fille qui, elle, est atteinte du cancer du sein et puis qui, elle partage son quotidien sur son compte, justement, DZ Amazon, sur son compte Instagram. Et voilà son quotidien, donc entre les traitements, donc elle va vraiment raconter tous les détails de son traitement quand elle était à l'hôpital, quand elle prenait tout son traitement. Vraiment, elle raconte les détails et elle est souriante, toujours positive. D'ailleurs, force à elle, parce quand on est en bonne santé, on a toujours tendance à niquer. Exactement. Mais là, quand on la voit, elle fait sa vie, elle étudie, elle travaille et voilà, et elle partage son quotidien. Donc, elle donne de l'espoir à toutes ces femmes-là. Et puis aussi, on le voit aussi, comment est-ce qu'on passe ce mois-ci. Donc, même par rapport aux opérations économiques, vous avez connaissance
cliniques qui proposent des réductions pour les examens de mammographie ou tout type de d'examen, pardon, et surtout pour les femmes qui sont atteintes, donc ils leur proposent aussi des soins. Donc vous avez par exemple comme les salons d'esthétique qui proposent des soins gratuits ou à moindre prix pour les femmes qui sont atteintes, ou carrément encore, on a vu un grand VTC, donc qui a carrément proposé 50% de réduction sur le transport du client quand voilà l'image. Donc on l'a vu, c'est moins 50% pour vos trajets pour aller vous faire dépister, justement pour sensibiliser les femmes et encourager, parce que encourager toute personne à aller justement se faire dépister donc dans les cliniques voilà de la ville. Je rappelle, c'est pas que sur Alger, c'est un peu partout où se trouve justement ce VTC. Et par la suite, et puis encore, Nour, on revient quatrièmement, c'est toujours les associations qui viennent un petit peu pour conforter justement toutes ces actions-là. On le voit à travers vraiment, là, c'est des actions très, très diversifiées. Donc, c'est ou bien en collaboration avec les centres d'imagerie ou autres, ou sinon carrément des marathons. Et là, l'association elle y revient. Oui. Chaque année, bon, c'est vrai qu'avec la Covid, on n'a pas pu faire justement les grands marathons. Mais voilà, chaque année, elle fait ces marathons-là, où là, vous trouvez vraiment des stars, des stars de cinéma, des chanteurs, ou carrément des têtes d'affiche qui viennent, qui y participent. Mais aussi, ce qui est très important, ce qui est bien dans ce genre de marathon, pas courir juste pour courir. Non, c'est aussi, on trouve des femmes qui sont atteintes, qui participent, parce que voilà, elles continuent à faire leur vie, malgré tout le traitement. Mais aussi, on trouve carrément des stands pour faire justement le dépistage, donc avec des médecins. On a des médecins qui nous conseillent. Et puis, ils font des caravanes, ce qui est très important, ce qui est bien dans ce caravane. Alors, l'association Amen ne nous a pas encore dit où est-ce qu'elle va aller cette année, elle ne nous a pas encore annoncé, mais ce qui est bien et beau dans ce travail-là, c'est que, alors, l'association Amen CPMC, ce qui est beau, c'est que quand on fait un dépistage, c'est bien, mais par la suite, donc si la personne, elle est atteinte, ce qui est beau, c'est que la personne est directement prise en charge. Donc, quand je dis prise en charge, c'est-à-dire elle a l'ouverture de son dossier dans un établissement hospitalier, que dans la grande ville, la plus proche. Bon, par la suite, il y a tout le traitement, ça c'est le rôle de l'hôpital. Et puis là, je vous reviendrai aussi sur un autre réseau, un très beau réseau qui a fait un excellent travail durant la Covid. Et là, je reviendrai sur Algerian Medical Network, qui c'est un réseau de médecins algériens à travers le monde. Donc, ils ont fait une très, très belle récolte de fonds justement pour l'achat de tout, des matériels pour la lutte contre la Covid, surtout principalement sur les concentrateurs d'oxygène. Et là, sous l'égide d'une autre, en collaboration avec une association, donc c'est l'association de réseau de recherche médicale et de l'innovation. Donc là, c'est carrément 31 jours de sensibilisation à travers les réseaux sociaux contre justement pour la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est un programme très diversifié qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc c'est des podcasts qui sont animés par Shahrazad Louj, donc alors c'est des podcasts donc avec en collaboration avec des médecins du réseau justement qui vont parler un petit peu, donner des chiffres, sensibiliser comment est-ce qu'on peut lutter contre le cancer du sein, quel est le quotidien justement de ces personnes-là. Il y aura même des témoignages justement des personnes qui sont atteintes et voilà, donc tout le monde, donc vous pouvez retrouver tous ces podcasts-là à travers leur page Facebook qu'on va voir. Donc ça va être, c'est carrément Algerian Medical Network, voilà, et voilà celle-ci. Donc on peut passer l'image si vous retrouvez directement sur Instagram, Algerian Medical Network. Activez juste la notification comme ça, dès qu'il y aura un direct ou un nouveau post de ce compte-là, vous pouvez directement retrouver tous ces posts-là qui sont très intéressants. Je rappelle qu'ils sont animés par les médecins ou les experts du réseau Algerian Medical Network ou encore l'association de réseau de recherche médicale et de l'innovation, parce qu'il faut savoir aussi que pourquoi est-ce qu'il y a cet octobre rose-là. Certes, c'est pour la sensibilisation, mais c'est
aussi pour la récolte aussi de fonds. De fond. Je parle c'est-à-dire partout, ce qui se fait partout dans le monde, de récolte de fonds justement pour la lutte contre, le cancer, que ce soit dans la recherche ou encore pour la prise en charge de ces personnes atteintes. Donc, je ne m'arrêterai pas jusqu'à Algerian Medical Network. Il y a plein associations qui nous réservent des surprises telles que Medsa Jazair, telles que Winal Qanas L-Khir. Bref, c'est toutes les enfin, j'aimerais dire c'est toutes les même celles qui ne font pas, finalement, ne dans la se santé spécialisent publique. pas sans le font parce que voilà, c'est quand même le cancer qui tue le plus la femme. Je parlerai de la femme algérienne et surtout ce qui, alhamdoulilah, hein, c'est que je rappelle, quand on le détecte à un stade précoce, là, on peut guérir et surtout, comme le dit très bien des aides Amazon, il ne tue pas, il ne m'a pas tué. Regardez-moi, je suis en vie et je fais ma vie. Donc voilà, Très beau message positif, ça. tout à fait. Donc n'hésitez pas à vous faire dépister. Vous avez tout le mois et surtout que les cabinets, enfin les centres d'imagerie pour faire la mammographie ou autre, enfin la majorité propose justement des réduit pour encourager les gens à se faire dépister. Voilà, donc on y reviendra durant tout ce mois-ci. Tout ce mois-ci, effectivement. Alors, justement, tout ce mois-ci, un travail colossal est en train de se faire, que ce soit par la société civile ou carrément donc, les spécialistes de la question. Mais ma question, Kenza, c'est une question que je pose à chaque fois et je me la pose à moi-même parce qu'en fait, on est tous concernés par ce que je vais te dire maintenant. En fait, c'est vrai que les journées mondiales existent pratiquement pour chaque question. Là, pour l'enfant, pour la femme, voilà plutôt le octobre rose, octobre bleu, on en parle aussi, prostate, etc. Mais il est vrai que ce sont des journées et des mois intéressants, dans le sens où ce sont des haltes qui nous permettent de faire un bilan déjà de ce qui se fait, de ce qui va se faire, de ce qu'on doit corriger, de ce qu'on doit améliorer, etc. Donc c'est réellement une halte intéressante et importante, primordiale, j'ai envie de dire, pour pouvoir donc avancer mieux dans l'amélioration, j'ai envie de dire, de la vie quotidienne. Mais le problème qui se pose, ou du moins c'est l'impression que nous avons, c'est que tous les efforts sont condensés durant cette période. Pourtant, c'est tout au long de l'année. Alors, est-ce que le travail se fait tout au long de l'année réellement ou c'est une impression? Parce qu'il faut dire aussi par la même occasion, Kenza, nous n'avons pas beaucoup, j'ai envie de dire, sociologiques qui nous permettent d'évaluer un petit peu les efforts qui sont en train de se faire en ce moment. Justement, je ne parlerai pas que du cancer du sein, c'est par tout fléau, hein, parce que tout fléau qui existe ou toute maladie ou de lutte contre toute maladie. Je parlerai des associations. De toute façon, ma question était pour les associations. Je parlerai justement des associations et surtout, je parlerai en Algérie, par l'expérience en Algérie, c'est que une association, quand elle vit des dons, elle vit éventuellement des subventions, elle vit du sponsoring. Donc là, il y a cette question des finances qui est très très importante, c'est le nerf de la guerre. Donc si une association active, c'est une association qui fait beaucoup d'efforts pour ramener justement ces fonds-là pour qu'elle puisse exister, pour qu'elle puisse travailler sur le terrain. Donc il y a cette question des fonds. Donc généralement, là, je parlerai en Algérie, c'est que juste ces dernières années, dernières années, c'est-à-dire 2-3 dernières années, là où les sponsors qui investissent ou qui donnent de l'argent pour des projets qui sont sur... Généralement, ils donnent de l'argent, enfin, ils donnent des fonds ou ils sponsorisent juste des projets qui sont événementiels. C'est des projets où juste ils ont besoin d'apparaître juste pendant le Ramadan, par exemple, ou par exemple pour apparaître juste le jour de Octobre Rose, par exemple. Mais rares sont les sponsors qui collaborent avec des associations pour des projets long terme. Malgré qu'il y a des associations qui proposent des projets long terme, mais un sponsor a souvent besoin de visibilité. Et cette optique de visibilité qu'a le sponsor ici en Algérie, c'est vraiment d'apparaître juste, de faire un buzz un jour dans l'année et puis par la suite, c'est bon, mon budget a été dépensé, c'est bon, on n'en parle plus, je passe à autre chose. Donc il y a cette des fonds qui ne sont pas, c'est-à-dire réguliers durant toute l'année. Autre chose, même par exemple, même les subventions que reçoivent
des associations, rares sont les ministères qui obligent l'association à présenter un projet. Un projet. C'est vraiment c'est des subventions d'ailleurs. On les appelle même des subventions, par exemple. Mais là, je dirais, par exemple, comme le ministère de la Jeunesse et des Sports, non, ils proposent carrément de financer des projets. D'ailleurs, même quand on voit dans ce formulaire d'inscription, ils demandent carrément la durée du projet parce que déjà, avec la crise que nous vivons et de par le monde, il n'y a plus autant de fonds. Il est primordial que tout centime qui est faudrait qu'il soit sur le long terme. Il ne faut plus aller vers le multaqayat, les super rencontres, et là, pas du tout. Donc, mais ça, il faut aussi que l'association de son côté, là, je passe du côté des associations et du rôle de l'association et de la compétence de l'association, c'est qu'il ne faut pas justement dans l'événementiel, il faut aller vers des projets sur long terme parce qu'on le voit, chaque année on dépense des millions carrément, parfois même des milliards et il n'y a pas de changement, on voit pas carrément le vrai impact sur le terrain. Donc ces associations-là ont besoin justement de formation et quand je dis formation, et c'est là qu'on arrivera concrètement à ce que je reviens à chaque fois, c'est cette démocratie participative. Parce que si l'association, elle est là pour proposer des solutions, parce qu'elle est en contact avec le citoyen ou avec la personne pour laquelle elle lutte, si elle veut carrément proposer et changer les choses et proposer de réelles solutions, c'est qu'il faudrait quand même qu'elle ait un certain bagage, qu'elle sache présenter un projet, parce que changer les choses, ce n'est pas en un seul événement, c'est des projets sur le long terme. Donc il y a cette question de formation des associations qui est très importante pour passer de l'événementiel à carrément projet et par la suite, projet, quand je dis projet, c'est carrément tout le montage d'un projet, toute une entreprise. Voilà, effectivement. Et nous aurons donc l'occasion plutôt de revenir sur cette question tout au long du mois rose et même en dehors du mois rose. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de travail qui doit se faire tout au long de l'année. Kenza, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Vendredi prochain, Inch'Allah, donc pour d'autres actualités associatives. Et on continue. Alors, on parle de santé publique. Il y a aussi le dépistage. Donc, en plus du dépistage précoce, il y a aussi un mode de vie sain qu'on doit avoir, notamment en pratiquant du sport. Et cette fois-ci, du côté de Blida, que nous allons vous emmener en compagnie donc, de Siham Kennouj, elle qui a rencontré l'association de cyclisme de Blida. Et ça se passe à Chaleha. Regardez, on se retrouve juste après. La ville des Roses a donné rendez-vous aux amateurs et de roues. Venus de plusieurs wilayas du pays, ils étaient nombreux à monter tout en haut de Chaleha, 1004 mètres. Les cyclistes sont venus de plusieurs wilayas. Ce rendez-vous est très important pour nous. Nous sommes d'Alger. Il y a ceux qui sont de Ain Timouchent, de Boumerdès. Je suis un grand amoureux de la bicyclette. Je pratique ce sport depuis longtemps et je participe à beaucoup d'autres événements. 19 km de route qui montent, des pages en pente. Les amoureux de bicyclette sont quand même arrivés tout à fait en haut. Salam alaikum. C'était dur? Ouais. Comment vous ressentez? Plein de satisfaction. Plein de satisfaction. C'est la première fois que je fais ça, la montée à partir de Blida. Ça fait 2 semaines on a fait la montée à partir de Tabaynant. C'est plus long, mais c'est plus dur. Là, c'est plus court, 19 km, mais... C'était super, très bonne organisation. Il y avait les motos qui nous ont libéré la route, vraiment très bien. Le Tour de Chaleha, un événement qui existe depuis 15 ans et qui est toujours organisé par le club amateur des cyclistes de Blida. Nous organisons cet événement depuis 15 ans déjà et ils sont nombreux à s'inscrire. Maintenant, on organise de mieux en mieux. L'an passé, ils étaient 150 cyclistes. Des jeunes, des moins jeunes, des anciens champions olympiques ont participé aussi. C'est un sport qui ressemble à l'athlétisme. C'est la même souffrance, c'est un sport, c'est un long.
C'est-à-dire, comme là aujourd'hui, on a fait combien? On a fait 19 km. C'est la vraie souffrance. Hein. Le Tour de Rira, c'est tous les vendredis du mois d'octobre. Il est réservé aux amateurs qui sont de plus en plus nombreux. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'EMA d'affaires. Et cette fois-ci, place à la mythologie. Nous allons faire donc héros Bellérophon à travers un sarcophage qui est aujourd'hui conservé au niveau du musée des Antiquités. Je vous en parle. Bonjour Samira. Bonjour. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Très Alors, bien. on va aller du côté de Azfoun. On va aller d'Asfoun. On va aller au début des années 30 où un petit buste d'Amazon a été retrouvé après des pluies, d'intenses pluies, a été retrouvé dans un lit de rivière, de ruisseau, on va dire. Et donc, il y avait des chercheurs à l'époque qui ont considéré que c'était peut-être le début de quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé tout le long de la ligne droite du ruisseau. Et ils se sont mis à trouver plein de petits morceaux comme ça, en marbre, des têtes donc d'Amazone, de Soline, des têtes romaines, peut-être grecques, on va dire plutôt grecques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mis comme un puzzle en fait, à regrouper des choses. La qualité du marbre, c'était en marbre, ils ont trouvé que c'était de haute qualité. Ils ont regroupé. Imaginez, ils ont eu raison que c'était peut-être un sarcophage. Voilà. Et donc, morceau par morceau, ils sont arrivés à reconstituer l'histoire de Bellérophon, qui, de son vrai nom, est en réalité Hipponos. Donc, toute Alors, la légende. que nous disent les fragments. Je te dis la morale tout de suite. Mais par contre, ce qui est intéressant dans le mythe, c'est que c'est au gré des poètes, au gré des individus qui les manient. Donc les légendes, c'est des légendes, c'est de la mythologie, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. En tout cas, ça a existé. Et la trace est sur ce genre de choses. Donc ces sculptures, le sarcophage. De ce sarcophage, il y a peut-être une seule réplique, elle se trouve en Italie. C'est le sarcophage de Doria. Ça y ressemble, c'est pas le même. Celui de Bellérophon, il manque une petite pièce, mais il est quand même de très très bonne qualité. Le marbre a été étudié à l'époque, dans les années 1930, à l'université d'Alger. Ils ont découvert que c'était un marbre qui est originaire en fait de la carrière de Fila. Tu connais Fila? C'est très connu. Oui. Voilà. Donc c'est un marbre qui est de très très bonne qualité et qui est très apprécié par les Romains. On dit aussi, d'après des études à l'époque qui ont été menées, ils ont dit que c'était les marbriers de Délice. C'était les meilleurs, on va dire, artisans du voilà. Donc, on faisait même les poignées de avec. On faisait les poignées de avec. Les portes d'hôtel et c'était en France. Ah d'accord. Ok. Ils ont tout. Voilà. Il reste quand même du marbre. Elle est toujours en activité la carrière. Bon après ça trace aussi le contexte. Asfoun est une ville ancienne. Il y a des vestiges qui ont été retrouvés. Ils existent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des murailles, donc des murailles. Il y a des jarres. Il y a des thermes, des silos aussi qui ont été retrouvés. Ça raconte. C'est pas très loin d'Alger. C'est à peu près 170 km. Entre Alger et Béjaïa. C'est à 60 km de Tizi Ouzou. Et c'est un port qui, à l'époque coloniale, s'appelait donc Port Guédon, qui est très apprécié. Il paraît que Asfoun, par exemple, c'est pour les tribus berbères locales de l'époque, il y a longtemps, ça voulait dire langouste. Voilà. C'est une info que ça donne. Voilà. Mais sinon, pour revenir à Bellérophon, ce qui est intéressant, c'est que c'est local. Finalement, c'est un
sarcophage qui a été fait ici, en Algérie, mais c'est curieux. On ne sait pas exactement, il n'y a pas de documents sur lui, mais voilà, je suis allée au musée des Voilà, des effectivement, là où il est Antiquités. conservé en ce moment. Oui, Et il est conservé dans la salle des cultes païens et c'est l'une des pièces maîtresses des Antiquités. on va voir tout ça en images. Oui. Et on va voir donc le sarcophage Bellérophon qui est conservé en ce moment au niveau donc, du musée des Antiquités. Et on se retrouve juste après. Dans la cité de Corinthe, en 160 avant notre ère, vivait Bellérophon, fils de Glaucos, roi de Corinthe et petit-fils de Sisyphe. Bellérophon, qui signifie tueur de Belléros, s'appelait à l'origine Hipponos. Parce qu'il l'a tué, Bellérophon fut banni de Corinthe et alla asile en Argos, auprès du roi Protéos. Mais la femme de celui-ci tomba le jeune homme. Bellérophon refusa ses avances et la reine est conduite alla se prendre à son mari qui crut, mais n'osa pas tuer son neveu. Il envoya Bellérophon en Lycie, chez son beau-père, Iobates, porteur d'une lettre dans laquelle il lui demanda la mise à mort de celui qui avait importuné sa fille. Sur sa route, Bellérophon réussit à apprivoiser Pégase, le cheval ailé. Un exploit, puisque le cheval est né du sang qui a coulé du corps de la Méduse. Et c'est Bellérophon doit à le rite donné par Athéna. Quand Bellérophon arriva ici, le roi Xanthos le reçut avec honneur pendant 9 jours et sacrifia 9. Cependant, le roi de Lycie, pour répondre à la requête de son gendre, Protéos, demanda à Bellérophon l'indomptable mère qu'il tua de combattre les solimes qu'il vint et pour finir les âmes viriles qu'il tua également. Le héros de Manigance qui lui donna et la moitié du royaume. Cependant, et après tous ses exploits, Bellérophon se prit pour Dieu. Or, il a son sur Pégase vers l'Olympe. Hérité par son excès d'orgueil, le roi de l'Olympe voya piquer le cheval. Affligé par la douleur, Pégase fit une chute terrible. Bellérophon fut blessé gravement, tandis qu'il erra dans la solitude et mourut dans le désespoir. Ce mythe est gravé sur un sarcophage. Vous pouvez voir au Musée national des Antiquités d'Alger. Voilà, c'était la mythologie de Bellérophon. On peut aller découvrir encore une fois au niveau du musée des Antiquités. Il faut dire que le musée, c'est l'un des plus anciens musées en Algérie. Le premier, je pense. Voilà, oui. c'est le premier. Il est très beau. Il y a les arts islamiques. Les arts islamiques et Voilà. voilà. Et donc, notre sujet aujourd'hui, on peut aller visiter directement au niveau donc, du musée, puisqu'il faut y aller. Il y a des choses très très belles, il y a des mosaïques. Enfin, il y a plein de choses. Dans la partie antiquité, on a retrouvé de très 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 belles pièces et très originales hein, qui racontent l'histoire et la préhistoire aussi de l'antiquité en fait de l'Algérie. Voilà, donc on voit il manque des petites choses, mais il est quand même relativement bien conservé. C'est-à-dire qu'il a été retrouvé dans de l'eau et sous terre aussi. Hein, donc, il y a eu quand même un travail minutieux de rassemblage qui a été fait pour pouvoir arriver donc, à reconstituer le sarcophage et puis encore relater et écrire son histoire. Oui, c'est très intéressant ce qui a été fait, mais aussi c'est très intéressant parce que ça reprend, tu as saisi, il y a une morale dans l'histoire de Bellérophon. Bellérophon, il a tellement gagné en fait, il a vaincu les Solimes, les Amazones, surtout la chimère, en fait. Donc, l'animal qu'on voit, le lion avec le serpent, tout ça, on l'a pris pour le roi qui devait le tuer, donc le
le père de Sténébé. Sténébé, c'est la femme du roi Protéos, qui était amoureuse de lui en fait, roi Mahabch. Donc elle a murmuré à l'oreille de son père qu'il fallait le tuer. Elle était partagée entre amour et haine. Et le roi donc, de Corinthe Protéos, le roi Protéos n'a pas osé tuer son hôte, donc il l'a envoyé chez son beau-père. Son beau-père lui-même n'a pas osé le tuer, donc il lui a imposé ces étapes de tuer les Solim, la chimère et tout ça. Voilà. Donc quand il a vu qu'il avait tout ce pouvoir, il l'a pris pour un dieu, ou du moins le fils d'un dieu. Et lui-même, après donc Hipponos, Bellérophon, s'est pris pour un dieu. Il a voulu aller vers les dieux, vers l'Olympe. Donc qu'est-ce qu'il fait Zeus? Ils lui ont un frelon. Il était sur Pégase. Donc Pégase, c'est le cheval. Et le cheval et il tombe. Donc ils se fracassent tous les deux. Ils tombent par terre. Et on dit, c'est une légende, c'est un mythe. Il a vécu donc misérable. C'est l'orgueil. C'est un excès de prétention. Et c'est ça énervé le roi de l'Olympe. C'est le frelon. L'orgueil, ça fait partie des 7 péchés. Tu les gens, quoi. Voilà. Voilà, donc la morale, on peut effectivement... Oui, il y a toujours une morale il y a toujours dans une toutes morale, les histoires. voilà. Il y a toujours une morale. Donc on rappelle que donc c'est en ce moment au niveau du musée des Antiquités. Il faut dire qui est donc recherche de mais d'autant plus que les fragments qui parce que donc automatiquement avec on va dire la nature, l'état de conservation été détruit. Voilà, donc, soit par soit par l'homme, soit quelqu'un l'a trouvé, il l'a emporté chez lui. En tout cas, on voit même qu'il y a toujours dans ce genre de découverte archéologique des fragments comme ça qui manquent. Alors, et c'est l'histoire quelque part qui manque. Des puzzles d'histoire encore une fois qui manquent. Donc qu'est-ce qui se fait en ce moment aujourd'hui, donc encore une fois dans cette recherche donc de l'écriture de ce genre d'histoire. Alors, il faut savoir que la plupart des qui ont été faites, elles sont fortuites. C'est le hasard qui fait parfois. Bon, après ils ont une information, ils vont creuser autour. Mais c'est un agriculteur qui creuse. C'est l'érosion parfois, c'est la sécheresse parfois. Une pluie, un séisme. Voilà. Un séisme peut faire découvrir une mosaïque, une maison qui est enterrée. Ils ont voulu faire le métro d'Alger, ils ont trouvé 3000 ans d'histoire enfui. Voilà, il y a, en général, c'est ça. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Il y a des choses à découvrir, certainement. Incontestablement, il y a des choses qui sont à faire. Ça prend beaucoup de temps. Il y a des périodes, c'est des autorisations. C'est le ministère de la Culture qui les centre de recherche. Le centre national, NRPH. Il y a des équipes qui travaillent comme là, je crois, qui pour non. J'ai oublié. Au niveau de Sétif oui, exactement. Oui, au niveau de Sétif. Voilà, ça reprend à partir de septembre. Ça a repris, je pense, à partir de septembre. Donc, que le professeur qui s'occupe de ça en Espagne maintenant, il peut rentrer en Algérie. Voilà, donc il y a des choses quand même qui sont faites. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait sur terrain, d'autant plus que justement quand il y a des puzzles qui manquent, on reste un petit peu sur le fin et la recherche ne s'arrête jamais. Finalement, quand il s'agit d'écrire l'histoire de cette manière ou encore comprendre un petit peu tous ces fragments. On voit un petit peu que le sarcophage est quand même d'une taille imposante. D'une taille, il n'est pas très grand, je ne sais pas à qui il appartient. Mais il a été retrouvé autour d'Aspoun des traces d'une villa qui aurait appartenu à un certain Fabricius. Voilà, donc tout ça a été trouvé. Il y a plein de choses qui ont été retrouvées à Aspoun. Il paraît que c'était une villa, des jarres, l'eau, enfin, et sur ces choses-là, il y avait des inscriptions. Et ils ont supposé que ça appartenait à un certain Fabricius. Il devait être un bourgeois ou un riche, en tout cas pour pouvoir posséder tout ça. Voilà. Donc, voilà. Et comme tu le dis, c'est bien, donc c'est toujours fortuit lorsqu'on fait des découvertes de ce genre. Voilà. Là, ils vont découvrir encore plus de choses. Certainement. Il n'a pas encore dit son mot, la Terre n'a pas encore dit son mot. L'Algérie est un grand territoire, est un territoire d'histoire et de préhistoire. Même dans le désert, ils ont trouvé des fossiles, qu'il y avait une mer là-bas, j'en sais rien. Mais il y a des choses à découvrir. En tout cas, c'est ce que les géologues disent. C'est qu'il y avait un océan auparavant, il y a quelques millions
d'années auparavant. Moi, je pense que les couches se superposent dans le temps. Et il y a les éléments, enfin, les choses comme les tremblements de terre, les inondations, qui recouvrent à chaque un pan d'une histoire et d'une civilisation. Quand on sait que la grande mosquée d'Alger, Jemaa el-Kbir, il y a les anciennes, sur sa façade, il y a les décorations de la mosquée Saïda qui a été détruite quand ils ont fait le métro. C'est intéressant, quoi, de revenir sur comment était la vie avant. Voilà, comment pour s'inspirer pour le futur. Effectivement. Et ça relève de la mémoire et de l'identité, bien sûr, d'une nation. Voilà, ça relève de la mémoire et de histoire. l'identité. Effectivement, de la mémoire et de l'identité. On va parler quand même, encore une fois, cette fois-ci, de l'identité, puisque conserver l'identité se fait aussi à travers la musique. Oui, n'est-ce pas? Beaucoup. Beaucoup. Et justement, merci beaucoup. Merci, donc, Samira, d'avoir été parmi nous ce matin. Encore une fois, d'avoir fait un petit peu ce voyage, surtout d'en sortir avec cette... Pour l'excès d'orgueil. On se retrouve la semaine prochaine, Samira, avec un autre sujet. Avec plaisir. Cette fois-ci, nous allons aller d'un côté, du côté un petit peu où ça te ferait vraiment du bien d'y aller d'ailleurs. Le désert. Absolument. Là, on va aller du côté de Timi Moon et ce sera en compagnie de Naïma Al-Walish, elle qui va nous faire découvrir un groupe de musiciens. Il s'agit donc le groupe Yakuta et on se retrouve juste après pour parler encore une fois de musique, mais cette fois-ci du côté donc plutôt américain. Ils ont entre 19 et 25 ans et sont en train de s'imposer doucement mais sûrement dans le très authentique chant lyrique de Timi Moon. Leur groupe se nomme précieusement Yakuta et il a seulement 7 ans d'âge. Pas de disque ni de tournée pour l'instant, mais beaucoup de préparation pour diversifier un répertoire très riche. On a commencé par les fêtes de mariage et autres. On réinvestit notre argent pour inviter les jours, pour apprendre à acheter nos costumes, du matériel, aider des gens, puisque nous sommes en même temps une association de bienfaisance. Bien qu'il s'inspire volontairement du chant simple, le groupe Yakuta ambitionne de maîtriser d'autres styles comme le Shellali, le Barod, le Gnawi et même l'Ahlil, auquel il diffuse beaucoup de rythme car la marque fabrique du groupe, c'est du son léger et surtout festif. كتيمي مون الله يبارك فيها طبوع بزاف. Pas de styles comme Al-Hadid qui nous inspire beaucoup. On ambitionne l'université. Évoluer, faire honneur à la famille du pays. A évolué autour de ce groupe, ils veulent être représentatifs de Timi. Et la preuve, c'est que leur costume blanc-rouge est une forte réplique de leur antique oasis rouge. Lors des différentes célébrations, le groupe Yakuta est proposé. Et de retour, donc là c'était le groupe Yakuta, donc le Timi et c'est Naïma Al-Walish qui l'a rencontré pour nous. On va parler cette fois-ci de musique. On va aller du côté de l'Amérique latine, République dominicaine, particulièrement Lilia. Exactement. Bon, ça va. Eh ben oui, quand je musique latino, bien. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent ce matin. Je l'espère parce que c'est le but de cette rubrique. Encore une fois, quand on va commencer avec votre
semaine dernière et a commencé, c'est vrai, timidement avec Cuba et Bonavista Social Club. Ensuite, on avait un peu accéléré le rythme. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si je ne sais pas danser, c'est qui va se lever comme Manel qui est en face à la caméra, qu'elle va se lever la chaise tout à l'heure. Enfin, je pas Paris en tout cas qu'elle va le faire. Manel. Pareil. On est. Alors, parler de cours de danse. Oui. Jusqu'à présent, j'ai encore rien vu. Eh ben, c'est quand tu veux, hein. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, j'ai encore rien vu. J'attends ça. Il faut qu'on s'organise. Aujourd'hui, ça va être avec ce que tu nous proposes. Non. Pas maintenant, c'est pas tout de suite avec celui-là parce que il faut aller doucement. Ça va venir après, plus tard. Quand tu seras plus professionnel. Voilà, il faut avoir déjà les pas de base, puis tu passeras à ça. Voilà, et aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir une musique qui vient de la République dominicaine, particulièrement le merengue. Alors, le merengue, c'est quoi on l'appelle ainsi? Alors, le merengue qui nous vient, j'aime bien dire la República Dominicana, je sais pas, c'est comme j'aime le prononcer, à l'espagnol. Exactement. Déjà, c'est beau, la culture est belle, la musique est belle. Les gens sont beaux. Voilà, tout à fait. Sympa, exactement, c'est ça. La culture, c'est la culture générale des latinos. Alors, le merengue, c'est un style très, très, très connu en République dominicaine. Il faut savoir que c'est un style qui est né en 1850 en République dominicaine. Mais les gens, des fois, disent qu'il appartient à Puerto Rico, qui est un autre pays de l'Amérique latine. Mais en fait, il est né en République dominicaine, tout comme le bachata, qui sont deux styles. Le bachata est un petit peu plus lent. Le merengue, c'est très speed. C'est une musique qui a été aussi classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Donc, il est né en République dominicaine, mais il a été bien exporté à Puerto Rico. C'est peut-être parce que j'ai fait des recherches, je crois qu'il y a beaucoup de portoricains qui vivaient en République dominicaine, qui se sont inspirés de cela et qui l'ont porté avec eux, exporté un petit peu partout. Et si par exemple le portoricain Elvis Crespo, je suis sûre que vous connaissez, peut-être les noms ne vous disent rien, mais si je vous dis Suave, comment oui, voilà, le nom me disait rien. Ça a été un tube phénoménal. Et pourtant, mais c'est lui un petit peu, si vous voulez, qui fait connaître ce style à travers le monde grâce à et les gens pensaient que le style était donc de Porto Rico, alors que pas du tout. Il est bel et bien de la République dominicaine et celui qui a réussi à l'exporter par excellence, c'est l'artiste sur lequel on va avoir dans quelques instants une référence. Et le merengue, on dit que ça vient du mot meringue, parce que la meringue c'est sucré, c'est léger, et donc le merengue c'est la même chose, c'est très sucré, c'est très léger. Quand vous écoutez la musique, elle est légère, elle est speed aussi, elle peut être un petit peu plus lente, mais en général elle est très rapide. Le merengue c'est très rapide, il y a beaucoup d'instruments, ça respire la joie, le bonheur, donc c'est comme si on mangeait une petite meringue. Voilà, finalement, non seulement tu nous donnes l'eau à la bouche, mais aussi les oreilles, aussi les tympans, là, ils sont vraiment en train d'attendre le premier extrait qu'on va écouter. Tout de suite, avant de vous présenter l'artiste, si vous voulez, oui, avec plaisir. C'est donc l'un des artistes qui ont su exporter, donc donner cette dimension, on va dire, internationale au merengue, et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Alors lui, c'est l'artiste dont je rêve de rencontrer, que je rêve de rencontrer. Il y a lorsqu'elle rêve de quelque chose, ça se transforme en projet. Ah ça, je ne sais pas si ce projet... J'avais rêvé de rencontrer Yuri Bonaventura, je l'ai rencontré parce qu'il est venu ici lors d'une édition du festival d'Ima Jazz, lui qui est colombien et qui est l'un des la salsa. Tu avais rêvé aussi de rencontrer Zidane et tu l'avais rencontré. Voilà, c'est ça que j'ai dit. On sait très bien que Lilia, on sait jamais. Quand elle rêve de quelque chose, ça se transforme automatiquement en projet. Voilà. Non, mais je rêve doublement de le rencontrer. Pourquoi? Parce que d'abord, j'aime sa musique, j'aime tout ce qu'il fait. Et en tant que journaliste, j'aimerais l'interviewer parce que ses interviews sont très, très rares. Même s'il est très connu dans le monde, il donne beaucoup d'interviews. C'est quelqu'un qui est très, très discret, qui se limite à faire de la musique. La musique qu'il a fait vivre aux autres, et il s'appelle Juan Luis Guerra. Alors Juan Luis Guerra, c'est une référence en matière de merengue et de bachata. Alors lui, il est né en 1957 en République dominicaine. Il a commencé, comme tout le monde, à écouter de la musique voilà, dans sa ville. Son père était joueur de baseball, et d'ailleurs, on avait prédit cette carrière pour Juan Luis Guerra, parce qu'il est très grand de taille. Tout le monde qu'il allait suivre le parcours de son père, et finalement lui c'était la musique. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à New York dans le alors College of, qui est très très réputé, voilà, Berklee College of Music. D'ailleurs c'est là-bas que Safi Boutla aussi, notre Safi Boutla a suivi ses
son parcours de musique. Et donc là-bas ressortent les plus grands musiciens artistes. Juan Luis Guerra est parti là-bas, il a étudié le bebop, la musique classique, mais c'était pas ce qu'il voulait. Donc quand il est rentré en République dominicaine, il a dit je vais faire du merengue parce que c'est la musique de mon pays. C'est vrai que ce qu'il a étudié lui a beaucoup servi, mais Juan Luis est beaucoup plus africaine. D'ailleurs, vous avez toujours écouté des sonorités africaines, il mélange, et c'est ce qu'on appelle de l'afro-latino. Et lui, il excelle dans tout cela. Donc si vous voulez un peu plus d'extrait, je vous propose ce qui va suivre. Ça sera pas drôle. Dansant finalement. Là, ça va plus vite. C'est bien beaucoup de danse. Mais sinon, finalement, ça quoi? Parce que là, alors il y a un adage qui dit que lorsqu'on est de bonne humeur, on écoute la musique. Lorsqu'on est un peu triste, mais finalement, les paroles, ça parle de quoi? Alors, justement, c'est que des fois, il y a des préjugés. On dit, oh, le merengue, danser, la musique et tout. Mais c'est pas comme ça, Juan Luis Guerra, parce que c'est un artiste, il faut savoir que c'est un artiste très engagé. Et dans la plupart de ses chansons, vous allez retrouver des paroles sur l'Amérique latine, sur l'Afrique. Il parle de paix, il parle des problèmes sociaux, des Africains d'une manière générale. En particulier, il s'intéresse à des sujets de société, d'injustice, etc. Donc c'est quelqu'un de très engagé. Il paraît que même il y a des qui n'écoutent pas Juan Luis Guerra pour sa musique, mais pour ses paroles. Il a lui aussi, il a eu plusieurs prix pour étant homme de paix, etc. Artiste qui prône la paix. Et donc sa musique est très très engagée. Mais la particularité qu'il a, c'est qu'il utilise beaucoup d'humour dans ses paroles, de chanter, etc. Si on ne comprend pas l'espagnol, on va se dire oui, il est en train de s'amuser, alors que c'est des sujets très très sérieux, où vous allez retrouver du sérieux et en même temps de l'humour. Et c'est ça la recette de Juan Luis Guerra. Voilà. Donc si vous en voulez, moi je dirais pas non. Ce ne sera pas de refus, ce sera vraiment pas de refus. On passe au prochain extrait. Avec plaisir. A Dios bendito, yo fui sanado de me curó de la sinusitis y la migraña, qué bueno es él, me de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie y no me duele la cintura y que ri. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no hay hospital que te quiere sanar, te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Alors justement, donc de retour, c'était un autre extrait. Donc là, tu disais que le prochain que nous allons voir, c'est un cover de quoi? Alors c'est un cover. Vous savez que les covers, à la mode, c'est des reprises. La dernière fois, on avait vu un cover. Souvenez-vous, quand on avait terminé avec un groupe qui venait de Bosnie et puis un autre, qui reprenait les Buenos Social Club. Alors il faut savoir aussi que Juan Luis Guerra est un artiste qui est très très pris par la nouvelle génération. Dans le merengue, le bachata. Le bachata, on y reviendra peut-être avec lui une autre fois parce qu'il est également dans le bachata, dans la musique romantique. C'est gracieuse cette musique. Au voyage là. Comment être insensible à ça? Je veux. C'est pas possible parce que voilà, il a, je sais pas, on l'aime, Juan Luis Guerra, il fait aimer cette culture de l'Amérique latine et surtout qu'il défend tout le temps l'Afrique, qu'il en parle dans sa musique. Avec bien sûr tous les instruments, l'accordéon, le marimba, percussion, guitare, maracas. Alors justement, là tu me tends un petit peu la perche, Lilia, par rapport à tous les instruments, par rapport au style lui-même, parce que tu nous dis quand même que c'est une musique qui a fait son apparition vers les coups de 1850. Ça a commencé par des instruments de base. Ça a commencé par des instruments de base, ensuite, mais après l'évolution, donc la musique, des instruments de musique, et puis les voyages, les exportations des différentes cultures de musique, etc. Donc on arrive aujourd'hui à parler par exemple de fusion entre le merengue et d'autres styles musicaux. Oui, vous allez trouver des sonorités qui viennent de l'Afrique, de la rumba africaine par exemple, pas que, de la rumba africaine. Vous allez trouver des sonorités de bossa nova du Brésil, de samba, et il mélange le tout et il arrive à en faire ressortir quelque chose. Donc moi je conseille vraiment aux gens qui sont stressés, qui veulent découvrir un petit peu ce que c'est que cette culture de l'Amérique latine et
de la République dominicaine d'écouter cet artiste Juan Luis, parce que surtout s'ils arrivaient à entendre les paroles, bien vous comprenez, c'est un artiste qui prône la paix, qui parle, voilà, parle à son cœur. Et aujourd'hui, il y a à dire avec les technologies, on a la chanson, on a la traduction, donc très voilà. on peut vraiment vraiment mieux comprendre donc, et ressentir. Et c'est de les comprendre quand c'est raconté avec humour. Parce que voilà, vous vous dites, c'est un sujet sérieux, mais qui est traité d'une manière légère, donc on a envie de suivre ce qu'il est en train de dire. C'est pour vous dire que le roi Luis Stade, vous l'avez extrait, juste un petit extrait de l'un de ses concerts en Amérique latine, et j'espère, pourquoi pas, qu'un jour il viendra chanter ici. Qui sait? Il y a eu des stars qui sont venus. Il y a eu beaucoup de stars qui sont en Algérie. On me dit qu'il nous reste 1 minute, mais je te lâcherai pas, Lilia. C'est le dernier. D'accord, on y va, avec grand plaisir. On n'a plus le temps, mais c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Oui, il n'y a pas de problème, la prochaine fois, avec plaisir. Donc, pour un autre style musical, toujours dans le latino. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous. Au revoir.